Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'école du futur. Au programme aujourd'hui, elle épelle les mots littéralement plus vite que son ombre. Arini Logan, 14 ans, vient de remporter le plus prestigieux concours d'orthographe américain. Génération Talent, c'est à suivre. Gaël Musquet a une idée derrière la tech et aujourd'hui, Gaël, tu vas nous parler d'un ordinateur de la taille d'une carte de crédit qui coûte aux environs 35 €. Bah oui, c'est possible et ça s'appelle même la Raspberry Pi. Complètement, c'est une petite machine qui a vraiment révolutionné à la fois la manière dont on apprend l'informatique, mais aussi l'industrie en elle-même, l'industrie informatique industrielle. Allez, on met justement l'informatique à portée de carte mère avec toi dans un instant. Pour notre talk, il représente, et pas que pour notre talk d'ailleurs, il représente tout court 35% de la population mondiale. Ils ont l'engagement chevillé au smartphone et ils consomment avec des valeurs fortes. Les 13-25 ans donnent de la voix pour se faire entendre des marques. Ils ont désormais un relais pour se faire entendre. C'est le Gen Z Act lancé par la néobanque Vibe. Mais au-delà des déclarations, est-ce qu'on risque le Gen Z washing? On en parle évidemment aujourd'hui avec vous, Canel Chocron. Vous êtes la cofondatrice et la CMO de Vibe, vous lancez justement cette fameuse initiative. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie. Et Emmanuel Berne, habitué de l'école du futur, directeur des études, ça n'a pas changé, de l'agence Even. Emmanuel, vous menez ces études justement pour mieux comprendre, mieux appréhender à la fois la Gen Z et puis les pré-Gen Z, les moins de 13 ans qui eux aussi, quelque part, sont nés avec le digital plus qu'en tête et plus qu'en main. Tout à fait. Bonjour Marjorie. Mais d'abord, focus. Combien de temps vous faut-il pour épeler 21 mots, Gaël? Il te faut combien de temps? Alors, en morse ou en phonie? Parce qu'en morse, il me faut 1 minute à peu près. Alors, en phonie, il faut 90 secondes à Arini Logan pour épeler ces 21 mots sans se tromper. 90 secondes, c'est ce qui lui a permis, il y a quelques jours à peine, d'être sacrée championne 2022 du Spelling Bee. C'est le concours le plus prestigieux d'orthographe dont les États-Unis sont férus. Cette Texane de 14 ans remporte la victoire après 3 autres participations infructueuses. Édouard Deniau nous prouve que le plus important, c'est la quête. Elle est un symbole de résilience et de détermination. Arini Logan est une jeune américaine de 14 ans qui vient de s'illustrer en remportant le Scribs Spelling Bee, un concours national d'orthographe le 2 juin dernier. Après avoir été éliminée au premier tour, elle a été réintégrée et Arini s'est frayé un chemin jusqu'en finale où elle a affronté Vikram Raju, un jeune garçon âgé de 12 ans. En finale, l'adolescente l'a emporté en épelant correctement 21 mots en 90 secondes, 6 mots de plus que son adversaire. C'était la 4e participation de Arini à ce concours. En 2018, elle avait terminé 323e, 30e en 2019 et 31e en 2021. À 14 ans, c'était sa dernière chance de soulever le trophée. L'adolescente, en 8th grade, l'équivalent de notre 4e, n'a jamais baissé les bras malgré ses échecs passés. Elle a continué à s'entraîner comme un sportif de haut niveau plusieurs heures par jour pour finalement remporter le prix cette année et les 50 000 $ promis aux vainqueurs. Arini Logan sait d'ailleurs très bien ce qu'elle va faire de cet argent. Une partie servira à financer les études de médecine qu'elle rêve de faire et avec le reste, elle souhaite créer un fonds d'aide aux jeunes des milieux défavorisés. Et voilà pour Arini Logan. Mais tout de suite, la génération Z prend les marques à témoin et nous, on ouvre notre talk. Et pour parler de la façon dont les 13-25 ans, justement, veulent voir des marques qui s'engagent selon des valeurs fortes, on est en plateau avec Canel Chocron. Vous êtes la cofondatrice et CMO de Vibe et avec Emmanuel Berne, le directeur des études de l'agence Even. Le Gen Z Act, c'est cette initiative, c'est ce pacte, Canel, que vous proposez depuis quelques jours pour réunir les entreprises et les influenceurs qui veulent coller justement aux usages de ces 13-25 ans. Plus de 40 entreprises vous ont déjà rejoint, dont Brut, dont Topito, Buzzman, Subway ou encore Itch, et plus de 30 influenceurs, ces 30 influenceurs qui cumulent
à eux tous 25 millions d'abonnés. Ça veut dire quoi, que vous positionnez comme un entremetteur entre les marques et la Gen Z ? Exactement. On a créé le Gen Z Act en se rendant compte de deux choses. La première, c'est que les marques ne comprennent pas forcément la génération Z, ses codes, et le fait qu'aujourd'hui, cette génération demande aux marques d'avoir des vraies valeurs par rapport à leurs engagements. Et la deuxième, c'était que les jeunes se sentaient souvent pas considérés ou assez pris en compte par les marques. Donc on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait être l'entrepreneur et permettre aux marques de mieux comprendre les jeunes de cette génération et ses codes, et comment permettre aux jeunes de se faire mieux entendre et mieux comprendre par les marques. Et c'est comme ça qu'on a du coup créé le Gen Z Act, qui est en fait un pacte sur lequel on réunit les entreprises qui veulent améliorer leurs services pour mieux correspondre à la génération Z. Alors, comment est-ce que ça se passe en pratique ? J'imagine que ces marques, elles viennent à votre rencontre pour s'engager sur des valeurs fortes, parce qu'on dit souvent que cette génération, elle est aussi muée par ses valeurs, mais quand on parle de valeurs fortes, on parle de quoi exactement ? Alors, sur le Gen Z Act, lorsque les marques signent le Gen Z Act, elles s'engagent à respecter 5 points. Le premier, c'est d'avoir un produit ou service qui s'adresse à la génération Z. Le deuxième, c'est de plus demander l'avis des jeunes de cette génération dans le développement d'un service ou d'un produit. Le troisième, c'est de renforcer sa communauté, de plus communiquer avec eux via les réseaux sociaux, donc là où ils sont présents. Le quatrième, du coup, c'est d'avoir plus de personnes issues de la génération Z dans ses équipes. Et le cinquième, c'est d'être bien sûr plus transparent sur ses communications et de fournir un bilan récapitulatif des 4 points que je viens de citer une fois par an. Oui, donc c'est long quand même, c'est 5 piliers assez structurants. Voilà, c'est 5 piliers qui structurent, qu'on a sortis et sur lesquels on s'est appuyé, qu'on a sortis et sur lesquels on s'est appuyé en se basant sur 3 grandes valeurs qui ressortent de la génération Z. La première, c'est la transparence, parce que les jeunes donc, de notre génération veulent avoir l'envers du décor, veulent voir quelque chose de concret. La deuxième, ça va être l'engagement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la génération Z, on a envie de faire partie de quelque chose de plus grand et de se rallier à des engagements et des valeurs auxquelles on peut s'identifier. Et la troisième, du coup, c'est l'inclusion. Aujourd'hui, on a une opinion, on a une voix, et on a besoin qu'elle soit entendue et considérée par les marques. Ces 5 piliers, ces 5 valeurs, Emmanuel, dont on vient de parler avec Canel, ça veut dire que ce sont, encore une fois, des valeurs structurantes pour ces jeunes aujourd'hui, mais est-ce que quelque part les marques en manquent justement de ces valeurs structurantes? Si elles viennent justement chercher à rallier le Gen Z Act, c'est parce que quelque part elles se disent que peut-être qu'elles ne sont pas si vertueuses que ça en matière de valeurs. Alors je ne sais pas si elles recherchent, si les marques en s'engageant de cette façon recherchent principalement à faire porter ces valeurs. Elles cherchent surtout à toucher cette cible. C'est vraiment, il faut prendre ça en considération. La Gen Z aujourd'hui représente une population très importante pour le développement de l'activité de toutes les marques. Alors certaines marques sont cibles de base, sont spécialisées dans pour adresser, on va dire, cette cible. D'autres marques ont plus de difficultés, ont peut-être des audiences qui sont plus âgées et ont besoin de comprendre ce que c'est aujourd'hui la Gen Z, quelles sont les valeurs qui les animent, pour pouvoir attirer leurs clients de demain. Ça veut dire quoi, que c'est une fontaine de jouvence pour elles ? Alors c'est une fontaine de jouvence, oui certes, elles en ont besoin parce qu'elles peuvent être vieillissantes, surtout dans certains secteurs. C'est le cas des banques traditionnelles, c'est le cas aussi par exemple de la beauté, qui aujourd'hui, nous en tant qu'agence, on reçoit énormément de demandes pour mieux comprendre quelles sont les valeurs qui animent cette génération et comment faire pour adapter leur discours. Donc c'est une démarche qui est à la fois bien sûr pragmatique, on a besoin de se développer d'un point de vue économique, et puis elle est sincère, je pense, dans la plupart des cas, parce qu'on a envie de répondre aux aspirations de la génération, des générations qui sont en train de venir aujourd'hui, celles des consommateurs. Voilà. Ça, c'est une vraie question. Comment est-ce que vous réussissez à mesurer l'authenticité, la sincérité des marques qui rejoignent l'appel et qui rejoignent le Gen Z Act ? Alors aujourd'hui, le but du Gen Z Act, c'est d'accompagner les marques qui, comme vous le disiez, ne comprennent pas forcément encore tous les codes de cette génération. Donc le but, c'est qu'elles s'améliorent progressivement sur les 5 points et les 5 piliers que nous, on a mis en place avec le Gen Z Act, et de voir à la fin de l'année quels sont les points sur lesquels elles se sont améliorées et quels sont les points sur lesquels elles ont encore du mal à s'améliorer. Donc vous les éduquez quelque part, vous les accompagnez vers cette nouvelle littératie des valeurs, des modes de consommation aussi de cette génération si particulière. Exactement. Donc le but, c'est de rassembler des marques qui veulent aller en ce sens, donc vers le sens de la génération Z, et pas seulement des marques qui savent déjà communiquer sur cette génération, qui a des codes assez précis. Et
Ça aussi, c'est intéressant, Emmanuel, parce que ce qu'on peut se dire, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, ces marques, elles préparent le futur de leurs consommateurs et consommatrices. Réussir à faire adhérer autour de leurs produits, de leurs services, de leurs marques, de leurs histoires, de leur storytelling, des 13-24 ans, ça veut dire que ce sont peut-être des consommateurs qu'elles vont pouvoir suivre ensuite sur leur parcours de consommation, les aider à vieillir aussi avec elles. C'est tout l'enjeu, je pense, de faire en sorte qu'il y ait un renouvellement de son audience et faire en sorte qu'on réponde aux aspirations donc des plus jeunes aujourd'hui pour pouvoir les accompagner après au fil de la vie, de leur vie de consommateur. Parce que très souvent, on le voit dans les études, les marques auxquelles on adhère assez jeune, on va y être fidèle longtemps. C'est ce qui se passe, par exemple, c'est un autre univers, mais dans l'univers de la musique, les artistes musicaux qu'on aime quand on est le plus jeune, quand on est adolescent, finalement, ça va rester les artistes qui vont nous suivre toute notre vie, qui vont constituer la bande sonore de toute notre vie. Pour les marques, c'est pas exactement pareil, mais il y a quand même un petit peu ça. Il y a cette expérience qu'on va avoir quand on est jeune, elle va nous toucher et puis on va être plus ou moins fidèle, mais en tout cas, il va y avoir un impact qui va faire que voilà, on va suivre les différentes marques qui nous ont attirés au plus jeune âge. Voilà. Mais c'est un peu aussi une course contre la montre, si j'ose dire, pour ces marques-là, parce que forcément, une fois qu'elles ont réussi, si elles arrivent à séduire cette génération qui va peut-être les suivre ou pas en fonction de leur futur et de la façon dont ils vont consommer à l'avenir, les enfants de cette génération n'ont pas forcément envie de consommer les marques de leurs parents. Tout à fait. Alors c'est d'où l'importance de se remettre en question, je pense, d'adhérer à des initiatives comme le Gen Z Act pour pouvoir mettre en place des nouveaux services, des nouveaux produits qui vont donc répondre aux attentes de la nouvelle génération. Et c'est ce qui est, je pense, très intéressant, c'est de mettre en évidence certaines valeurs qui ne sont pas forcément celles qui animent les décisionnaires au pouvoir dans certaines entreprises, je vais dire de façon un peu péjorative, mais à la papa, des entreprises qui existent depuis plus longtemps et qui ont besoin donc de se rafraîchir pour pouvoir atteindre leur nouvelle cible. Donc c'est un bain de jouvence pour les boomers, si j'ai bien compris cette initiative. Est-ce que toutes les marques, tout le monde peut rejoindre l'appel, ou est-ce que là aussi, tout le but du Gen Z Act, c'est aussi de faire une curation, de faire un filtre pour mieux justement générer l'intermédiation entre ces marques et ces jeunes, se dire que typiquement, on ne va pas forcément aller laisser une marque entrer dans le Gen Z Act si elle ne défend pas certaines valeurs, notamment en vertu de ses engagements écologiques. On peut l'imaginer, ces engagements RSE. Alors aujourd'hui, il est ouvert à tous, dans la mesure où, comme on le lance, le but c'est que toutes les marques y adhèrent en respectant les 5 points qu'on a mis en valeur et qu'elles puissent s'améliorer sur ces points-là. Je pense qu'on verra à la fin de la première année quelle marque s'est améliorée et quelle marque n'a rien fait. Aujourd'hui, on accompagne les marques sur deux façons différentes. La première, c'est qu'on demande 2 fois par an de fournir un bilan et un récapitulatif des actions marketing qui sont menées sur la génération Z. On met ensuite, du coup, 2 fois par an, les actions qui sont menées par ces marques en avant, donc à travers un bilan qui est rendu public. Et on espère, du coup, inspirer toutes les autres marques qui font partie ou qui ne font pas encore partie du Gen Z Act à faire des actions similaires qui correspondent à des valeurs ou qui s'engagent auprès de la génération Z. Ouais, donc il y a un vrai feedback et qui est mesurable et une mesure aussi d'impact qui est très importante pour essayer de voir quels sont les progrès de chacun. Mais pour le dire de façon peut-être un peu plus triviale, est-ce qu'un grand groupe d'énergie qui a quelques soucis de presse en ce moment, vous l'accepteriez dans le Gen Z Act par exemple? Un grand groupe pétrolier notamment. Alors, dans la mesure où ça respecte des engagements tels que la transparence, toute la partie... Alors aussi, dans les engagements de la génération Z, il y a toute une partie où, au-delà des engagements, c'est une génération qui est très engagée sur des causes qui vont être écologiques, environnementales. Ça peut être des causes qui vont soutenir des communautés LGBT, antiracisme, comme les Black Lives Matter. C'est plein de causes différentes. Et à partir du moment où une entreprise s'allie ou défend des engagements et des valeurs qui lui sont fortes et auxquelles les jeunes peuvent aussi s'identifier, parce que les jeunes veulent faire partie de quelque chose d'assez grand pour pouvoir rejoindre un mouvement et avoir une raison un peu de consommation dans cette marque. Oui, il n'y a aucun problème pour que cette marque rejoigne le Gen Z Act. Ok, donc on leur laisse le bénéfice du doute. Et encore une fois, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner, de faire de l'acculturation, d'éduquer ces marques à ces nouvelles valeurs. Je comprends bien du coup ce que les marques en retirent, ça jusque-là tout va bien, mais qu'est-ce que les jeunes, eux, en retirent? Cette Gen Z, comment est-ce qu'elle va voir ces marques évoluer? Est-ce que d'abord, elle a envie de les voir évoluer tout simplement, Emmanuel?
Est-ce que les jeunes attendent des choses des marques? Oui, ils attendent des actions des marques qu'ils aiment, qu'ils apprécient. Donc, il y a quand même cet impératif de répondre aux attentes voilà, de mouvement de la part des marques qu'ils aiment. Après, je pense qu'il faut voir le parallèle entre les actions des marques et les aspirations donc, des plus jeunes. Le fait qu'une entreprise va se mobiliser, va s'engager pour les causes qui sont importantes pour ces jeunes, et ben forcément, ces jeunes vont se sentir plus proches de ces marques et donc vont considérer que les choses vont dans le bon sens. Il faut voir que cette génération, on va dire, bon, peut-être plus à partir de 18-25 ans, mais ils ont une grande responsabilité aujourd'hui. C'est quelque chose qui est lourd. Alors, c'est le cas de tous les jeunes. Hein. Je veux dire, même en 69, il y avait une grande responsabilité. Ouais. Mais là, l'urgence climatique, notamment, fait que les jeunes ont ce besoin, ont ce sentiment d'urgence et donc vont attendre de la part des marques des engagements forts, dans cette voie-là. Voilà. Mais ça, c'est intéressant, justement, ce côté. Encore une fois, je reviens à ma course contre la montre, mais c'est justement tout le but de cette question. Si on est pris justement dans cette course contre la montre vis-à-vis des engagements climatiques, est-ce que les marques ont le temps de changer, ne serait-ce que l'espace d'un Gen Z Act? Est-ce que ça leur laisse vraiment la latitude en termes de timing pour pouvoir vraiment être fidèles à leurs engagements? Il faut que tout le monde se bouge et les marques doivent se bouger et donc tout ce qui va dans le bon sens est bien à prendre, je pense. Mais alors, est-ce qu'il reste suffisamment de temps? Moi, je suis pas le GIEC, donc voilà. Mais l'agence Even fait beaucoup d'études, mais pas encore celle des scientifiques du GIEC, en effet. Ça nous renvoie à un enjeu qui est quand même important et j'imagine évidemment que vous l'avez mesuré en lançant cette initiative Cannelle, c'est se dire qu'on risque peut-être de tomber dans un Gen Z washing. Comment est-ce que vous arrivez à prévenir ce risque-là? Alors, je pense que sur cette partie de Gen Z washing, il y a ce côté où il faut écouter les jeunes de cette génération. C'est pour ça qu'on demande aux marques de plus considérer l'opinion et la voix des jeunes de la génération Z, parce qu'aujourd'hui, donc on peut lire plein de choses sur la génération Z, mais je pense que la source première reste les membres de cette génération et le fait de les consulter pour prendre une décision ou pour développer un produit ou un service, ça permet à la marque, quel que soit son secteur ou quelle que soit l'industrie dans laquelle elle se développe, d'avoir un retour direct des jeunes de cette génération qui colle du coup aux valeurs de l'entreprise, qui se développe du coup par rapport aux produits ou aux services, et de pouvoir voir s'ils vont dans la bonne direction ou pas. Donc il y a encore une fois cette idée de respecter cette transparence sur les process, la façon de s'engager sur ces valeurs fortes, on les a rappelées tout à l'heure, le fait d'avoir aussi un impact mesurable avec ces feedbacks 2 fois par an sur ces mesures d'impact auxquelles les marques se soumettent vis-à-vis des engagements qu'elles prennent avec le Gen Z Act. Les jeunes influenceurs qui vous ont déjà rejoints, je rappelle, ils sont déjà presque plus de 30, ils représentent 25 millions d'abonnés à eux cumulés. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce pas-là? Pourquoi est-ce qu'ils disent oui, on a envie de rejoindre l'initiative? Alors parce que la majorité des influenceurs qui nous ont rejoints aujourd'hui sont issus de la génération Z. En tant qu'influenceurs, ils représentent souvent une grosse communauté de 4 millions, 3 millions d'abonnés et portent des valeurs. Ça peut être des valeurs, comme je disais, LGBT, environnementales. Ça peut être centré sur plein de causes différentes. Mais ça leur permet de porter, avec la voix de leurs abonnés, des causes qu'ils mettent en avant. Et le fait de pouvoir leur montrer, en gros, que les marques veuillent aller dans leur sens, ça leur permet à eux aussi de pouvoir exprimer ce besoin d'aller de l'avant sur certains engagements et certaines valeurs. Et avec le poids de leur communauté, mettre des choses plus en avant, pour que les marques qui signent le Gen Z Act puissent s'inspirer des enjeux qui sont mis par ces influenceurs en avant pour porter des actions en accord avec ces enjeux. Donc là aussi, eux-mêmes sont très transparents sur leur démarche. Ils adhèrent au Gen Z Act et s'engagent aussi à accompagner les marques sur cette acculturation aux valeurs de la Gen Z, mais parce qu'ils défendent eux-mêmes des causes. Dès le départ, ils engagent leur communauté là-dessus. On fait une courte pause, le temps de faire un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap de la sémillante et très Gen Z, Cheryl Jessica Issangué.
rapid rotation and a sharp blade work together to expose the concentric rings on a new saucepan. A foundation of oscillating poles works in unison with a rotating arm to wrap a hay bale in just seconds. Tri-colored ice cream is packaged up neatly every single time with perfect timing. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Canel Chocron, cofondatrice et CMO de Vibe, et d'Emmanuel Berne, directeur des études de l'agence Even. On continue à parler dans une seconde de la façon dont la Gen Z s'engage et peut elle-même, d'ailleurs, éduquer les marques aux valeurs qui motivent cette génération. Mais d'abord, Gaël Musquet a une idée derrière la tech. Et cette idée, aujourd'hui, Gaëlle, elle tient dans la taille d'une carte de crédit. C'est un véritable ordinateur pour moins de 35 €. Ça s'appelle la Raspberry Pi. Tout à fait. En gros, je parlais un peu de l'ordinateur de la génération Z. Que cette petite carte est née en 2012. L'objectif, c'est allier la framboise et le nombre pi. Vous me demanderez peut-être quel est le rapport. Il n'y en a pas. D'accord. Ok. Ne cherche pas alors sans transition. Les professeurs de l'université de Cambridge voulaient créer un ordinateur qui permette de faciliter l'apprentissage des langages informatiques et l'acculturation au code. Et on est passé du boom en fait de l'ordinateur personnel, fin des années 80, 90, ces micro-ordinateurs qui sont de plus en plus ont rapetissé, à arriver à un format de carte de crédit. Donc la fondation Raspberry Pi est née en 2009. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir quelque chose d'accessible, de léger, de peu coûteux, avec un minimum de composants. Et en fait, pour quelques dizaines d'euros, donc là, deux modèles, la Raspberry Pi 4 et la Raspberry Pi 0, on a en fait dans la main un ordinateur auquel on peut relier un clavier, une souris, un câble réseau, il y a du Wi-Fi, il y a un port HDMI. Ça s'alimente avec un chargeur de téléphone et une petite sortie son. Et dès la sortie de cette petite carte, en 2012, la fondation Raspberry a été dépassée par le succès. Quand j'ai commandé la mienne, j'ai attendu plus de 6 mois pour avoir le précieux sésame. Et donc la fondation a d'ailleurs décidé de confier à plusieurs usines la fabrication de cette petite carte. Et pas de passe-droit, même pour Gaël Musquet, quand il s'agit de se fournir en Raspberry Pi. Pourquoi est-ce que tout le monde a sauté justement sur l'occasion de s'équiper de cette framboise qui rend hommage au nombre pi? Et surtout, pourquoi il y a eu ce succès fulgurant dans Coup d'un Seul? Parce qu'en fait, on avait une toute petite carte déjà. Donc, le disque dur, par exemple, de cette petite carte, c'est une carte SD qu'on peut utiliser dans son téléphone ou dans son appareil photo. Et c'est ce côté minimaliste-là qui a été intéressant. C'est qu'on avait suffisamment de puissance dans cette petite carte pour réaliser des tâches simples qui avant étaient faites par des gros ordinateurs qui pesaient plusieurs kilos. Donc on est passé de quelques grammes, on imagine tout ce que cela a comme impact, de composants, de plastique, de terres rares qu'il faut évidemment utiliser, à on est passé de quelques kilos à quelques grammes. Ça, c'est tout à fait intéressant déjà en termes de consommation électrique aussi. On n'est plus obligé d'avoir forcément une prise de 120 du secteur, un petit panneau solaire, une petite batterie peut suffire à alimenter tout ça. Et puis on a repoussé vraiment les frontières de l'accessibilité. Des pays ont commandé ces cartes par milliers, par dizaines de milliers, ce qui a permis de former des millions de personnes. Des millions de cartes ont été vendues aujourd'hui en 10 ans. La fondation fête ses 10 ans cette année. Ça a vraiment dépassé les frontières de l'Angleterre, puisque ce projet est né au Royaume-Uni. Et ça a donné naissance à toute une communauté, une diversité de projets, de hacks, de bidouilles, pouvoir s'équiper en fait de machines par défaut. Même mes enfants aujourd'hui utilisent cette carte-là. C'est leur ordinateur aujourd'hui personnel sur lequel ils font leurs devoirs, sur lequel ils apprennent
à coder, sur lesquels ils font de la musique. Enfin, voilà. Toute une quantité de tâches ont été accessibles aussi grâce aux logiciels libres qui permettent de motoriser ces cartes-là. Même le système d'exploitation Windows, qui est peu lourd, est utilisé aujourd'hui sur cette Raspberry Pi-là, qui est disponible sur tout un tas de formats et qui a évolué, bien entendu, dans le temps. Mais donc on peut tout faire sur une, d'ailleurs, Raspberry Pi. C'est la folie, d'ailleurs. J'ai vu ces cartes partout. Il y en a partout. Dans des voitures, dans des cabinets médicaux, des avions. Sur une précédente chronique, je parlais de tondeuses. C'est vrai. Dans des tondeuses. Je suis témoin. Gaël Musquet a parlé. Thomas Pesquet a pu en embarquer dans l'ISS et puis faire tourner des expériences qui avaient été programmées par des collégiens, des lycéens. On parle vraiment d'une Raspberry Pi Mania. D'autres constructeurs se sont lancés. Vu la pénurie parfois, on a vu naître des Orange Pi, des Banana Pi, des Beaglebone, des Cubitre avec des Linuxino. Vous faites ce que vous voulez avec vos fruits. Hein. En Bulgarie. Et encore, toute cette touche open hardware, open source, a irrigué en fait les veines de l'innovation. Des grands constructeurs comme Nvidia, qui fabriquent des gros calculateurs pour l'intelligence artificielle, les véhicules autonomes, ont même fabriqué leur propre version, les fameuses Jetson. Le monde du jeu vidéo, on a beaucoup de ces cartes qui sont utilisées dans des toutes petites arcades qui permettent en fait de faire tourner des émulateurs qui font... comme j'ai pu le voir récemment au Geek Ferries, des vieux jeux vidéo antiques, vraiment de l'antiquité, la préhistoire du jeu vidéo, ces émulateurs tournent de manière tout à fait raisonnable et assez rapidement sur ces cartes. Ça permet en fait à des jeunes de la génération Z de voir comment les générations précédentes s'amusaient assez simplement avec des moyens très rustiques. On est en pleine pénurie de composants aujourd'hui. Donc la Raspberry Pi que j'ai commandée, j'ai pu l'avoir parce que des fans se sont dit on va créer des robots qui vont scruter en permanence les stocks des boutiques, des magasins de par le monde qui distribuent ces cartes. Et j'ai été alerté sur Twitter de la disponibilité de cette carte qui est arrivée aujourd'hui, moyennant quelques frais de douane. Puisque avec le Brexit, on a malheureusement des complications dans l'accès en fait à ces nouveaux matériels, à ces matériels. Et pas que. Mais voilà, cette petite carte, là, je vous montre un peu la petite Raspberry Pi Zero, qui est la dernière née, en fait, de ce projet. On a quelque chose de vraiment très minimaliste. Hein. On est sur une demi-carte de crédit, toujours la petite carte SD qui sert de disque dur et qui permet vraiment de s'arrêter aux limites et aux frontières de l'imagination humaine. Il n'y a vraiment aucune limite aujourd'hui pour pouvoir innover à partir de ces petits ordinateurs. Toujours 5 fruits et légumes frais par jour, dont un Raspberry Pi, visiblement pour Gaël Musquet, qui ne perd pas son régime vitaminé. Merci Gaël, merci pour ces infos. C'est toujours un plaisir de revisiter avec toi l'histoire de l'informatique, du libre et surtout des outils qu'on peut se mettre de façon très pragmatique dans les mains et pas toujours attendre que tout vienne dans certains bisounours land de l'innovation, autrement dit, a.k.a. la Silicon Valley. Merci infiniment. On revient tout de suite à notre discussion, parce que ça aussi, la créativité, l'agilité, ça fait partie des valeurs et des nouveaux modes de consommation de cette génération Z. C'est une génération qui a désormais une initiative pour pouvoir mettre les marques au défi, le Gen Z Act. On continue à en parler avec nos invités. Canel Chocron, Emmanuel Berne, on continue justement à parler avec vous du Gen Z Act et de la façon dont les marques aujourd'hui peuvent justement être là aussi engagées sur les sujets qui vont mobiliser ces 13-25 ans et puis des 13-25 ans qui auront envie de se rappeler à leurs bons souvenirs aussi. C'est-à-dire que le Gen Z Act que vous lancez aujourd'hui, Canel Chocron, notamment avec Vibe, qui est l'entreprise que vous avez cofondée, on va y revenir dans un instant, c'est aussi le fait de se dire que ce n'est pas juste des déclarations de bonnes intentions. On s'engage. Il y a de l'impact qui va être généré, il va y avoir un feedback aussi des rapports pour pouvoir mesurer cet impact en particulier. Il y a encore un instant, on se demandait ce que les jeunes, justement, pouvaient retirer de cette initiative. Les influenceurs, on a compris, les marques aussi, mais quand des jeunes consommateurs et consommatrices vont découvrir le Gen Z Act, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir se dire ?
Alors, sur les jeunes, l'impact est double. D'une part, les jeunes vont pouvoir, via le Gen Z Act, faire remonter des enjeux et des sujets qui les concernent. À un moment T, à chaque fois, on demande en fait plusieurs fois dans l'année à des moments clés qu'est-ce que eux les concerne, qu'est-ce qui les concerne et qu'est-ce qu'ils veulent mettre en avant et qu'est-ce qu'ils aimeraient communiquer aux marques. Et d'autre part, on permet du coup aux jeunes de pouvoir mapper toutes les entreprises qui vont dans leur sens, qui permettent de s'améliorer pour mieux correspondre à leurs besoins. Parce qu'aujourd'hui, on fait partie d'une génération où on a plein de services pour répondre à un besoin. Et aujourd'hui, le choix va se faire plus vers des entreprises qui s'engagent, qui répondent aux engagements que nous, on voudrait retrouver dans des entreprises et auxquels on peut s'identifier. Si je vous entends bien, Canel, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait aller jusqu'à une co-création de produits ou de services entre ces marques, ces influenceurs et ces jeunes-là qui s'engagent ? Exactement. Nous, c'est ce qu'on a fait en développant Vibe. Ça veut dire qu'on a développé une néobanque dédiée à la génération Z en la co-créant avec les membres de la génération Z. C'est-à-dire qu'avant même de pouvoir sortir le produit, on a créé une communauté sur les réseaux sociaux en présentant le concept qui était de créer une néobanque qui réponde aux besoins de la génération Z, donc aux besoins des jeunes qui ont entre 13 et 26 ans aujourd'hui. Et en créant cette communauté, on a pu développer un produit qui était bien sûr aligné avec ce que les jeunes s'attendaient à avoir et qui répondait à tous leurs besoins. Et ça nous a permis du coup d'avoir des feedbacks en direct via la communauté. Donc c'est aujourd'hui eux qui ont choisi le design de la carte, le design du packaging, beaucoup de design dans l'application et les prochaines fonctionnalités qui sortent. Donc ça veut dire qu'avec le Gen Z Act, finalement, vous allez aider d'autres marques à pouvoir répliquer la même démarche avec ces consommatrices et ces consommateurs. Emmanuel, on parle de cette co-création, c'est important aujourd'hui, là aussi, co-créer un produit, co-créer un service, co-créer une évolution ensemble. Les marques, elles ne nous racontent pas que des histoires de produits ou de services, elles nous embarquent dans une histoire collective. L'une des caractéristiques de cette nouvelle génération, c'est quand même le fait d'avoir toujours été sur les réseaux sociaux, d'être aussi vieille que les réseaux sociaux, voire même parfois plus jeune que certains réseaux sociaux, type Facebook, etc. Après, donc, c'est des générations qui ont eu l'habitude de prendre la parole, de s'exprimer sur les réseaux. Et donc, par conséquent, c'est assez naturel pour ces générations-là de donner leur avis d'un point de vue positif, d'un point de vue, on va dire, constructif, et parfois d'un point de vue aussi destructeur. Mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mais bref, c'est quand même... donc, ça me paraît assez logique et pertinent pour les marques d'être à l'écoute de ces générations-là, ne serait-ce que pour répondre à la manière de communiquer aussi des plus jeunes. J'ai envie de dire, parlons-en tout de suite, justement, parce que l'effet de backlash, il peut être assez féroce, là aussi. Quand une marque, et si une marque ne se tenait pas à ses engagements, ce que je n'ose croire avec le Gen Z Act, ça veut dire que les influenceurs et influenceuses qui vous suivent, les jeunes consommateurs et consommatrices qui se sont engagés à vos côtés, peuvent aussi leur signifier à tout moment qu'il va peut-être falloir arrêter à un moment donné et se réengager de façon plus véridique, plus sincère. Alors, c'est déjà arrivé sur certaines marques qui en fait, prônaient des valeurs qu'ils ne respectaient pas, qui ont du coup vécu un petit backlash. Sur cette partie, nous, en les faisant signer le Gen Z Act, on les fait s'engager. Et je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'elles s'engagent, ça leur permet déjà de prendre conscience de points qu'ils n'avaient pas en tête avant, et du coup de considérer ces points pour les améliorer continuellement. La partie où eux ne respecteraient pas leurs engagements nous permet à nous de leur faire une sorte de rappel à l'ordre de comment est-ce qu'aujourd'hui on peut répondre aux besoins de cette génération et qu'il faut prendre en compte ses besoins et ses valeurs pour pouvoir s'améliorer et toujours mieux répondre à cette génération qui représente un marché énorme pour les marques. Et du coup, dans ce sens-là, de les aider à constamment et tout le temps s'améliorer. Le retour de bâton, il peut vraiment être immédiat, Emmanuel. Tout à fait. On est dans une génération drama. Parmi les contenus qui sont les plus populaires, par exemple sur TikTok, il y a cette catégorie drama. Et c'est drama, c'est quoi ? C'est souvent lié à la télé-réalité. C'est des acteurs de la télé-réalité qui vont se clasher les uns entre les autres. Mais derrière, c'est cette confrontation qui existe entre des célébrités, existe aussi entre des utilisateurs et les différentes marques. Pourquoi ? Parce que ça fait parler, parce que ça peut être amusant aussi. Des fois, il y a de la mauvaise foi. Faut pas non plus penser que la Gen Z est toujours un paragon de vertu et va dire la vérité. Non, elle est là aussi peut-être parfois pour s'amuser et donc va en profiter d'une petite faille pour pouvoir attaquer les marques et ça va alimenter la machine et ça fait partie aussi des usages auxquels les marques doivent se préparer. Oui, être aussi préparé à être malmené s'il le faut, mais finalement pour leur bien, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on va les malmener, mais pour qu'elles puissent aussi rééduquer finalement
finalement réaxer leurs engagements, leur communication et leurs valeurs. Tout à fait. Je pense qu'il faut bien se rendre compte du pouvoir aujourd'hui des utilisateurs et notamment des utilisateurs des réseaux sociaux parmi les plus jeunes. Lorsqu'ils vont mettre en avant des plaintes, lorsqu'ils vont critiquer une société, ça peut remonter assez haut dans une société. Ça va être fait. Le veilleur, le chargé de veille de l'entreprise va prendre ce tweet, va prendre ce TikTok, va le faire remonter différentes instances pour qu'après il y ait un impact derrière. Et ce pouvoir-là, qui n'existait pas dans les générations précédentes. Avant, on envoyait quoi ? On envoyait un courrier. Ça n'existe plus, ça c'est fini. Et on n'avait aucune visibilité. Aujourd'hui, le contexte a complètement changé. Et la génération actuelle a bien conscience du pouvoir qu'elle a en prenant la parole sur les réseaux sociaux. Et du pouvoir au pouvoir d'achat, il n'y a qu'un pas, évidemment, que je saute allègrement pour le bienfait de cette transition. On parlait justement du modèle de Vibe il y a un instant. Vibe, c'est justement l'entreprise que vous avez cofondée, Canel, et qui est à l'origine du Gen Z Act. C'est une néobanque. Quand on parle de néobanque, on parle de quoi exactement aujourd'hui ? Ça a une vraie définition. Alors aujourd'hui, depuis peu, on n'est plus une néobanque, on est un agent prestataire de services de paiement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on permet aux jeunes de la génération Z d'avoir une carte gratuite, une application gamifiée qui est cool et simple à comprendre, et bien sûr donc des avantages sur plein de marques qui leur correspondent. Avoir une néobanque aujourd'hui, ça permet aux jeunes de plus être forcément dans le service qui a été imposé par leurs parents. Parce qu'aujourd'hui, quand on a créé Vibe, on était un peu parti du constat qu'il n'y avait pas d'acteurs qui étaient dédiés à la génération Z. Oui, parce que des néobanques, il y en existe beaucoup sur le marché. Revolut, N26 par exemple, voilà. pour ne citer qu'elles. Qui s'adressent majoritairement aux jeunes adultes. On avait les banques traditionnelles qui, elles, s'adressent plus aux parents, aux grands-parents. Et rien qui était dédié aux jeunes de la génération Z. Et dans la majorité des services qui existaient, pour les jeunes, c'était seulement réservé aux ados et c'était très infantilisant. Donc, on s'est dit qu'on allait créer un service qui nous correspondait, qui parlait aux jeunes comme nous, on avait envie qu'on nous parle, donc avec du tutoiement, un vocabulaire qui est adapté, qui est très simple à comprendre. Et quand on a lancé ça, on s'était retrouvés en l'espace de 10 jours avec plus de 100 000 inscriptions web. Donc, c'était devenu viral très rapidement. Et aujourd'hui, le fait de créer cette néobanque qui est très communautaire, qui permet aux jeunes aussi de s'exprimer et de construire, de participer en fait, très activement au développement de cette néobanque, ça leur permet d'une part de construire un produit qui leur correspond et derrière de développer des fonctionnalités qui vont toujours dans leur sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes choisissent dès 13 ans Vibe, donc... Comme vous le disiez tout à l'heure, ça leur permet d'être très fidèles au service parce que plus jeunes ils les choisissent, plus derrière ils grandissent avec le produit. Et nous, plus on sort des produits, donc des fonctionnalités qui correspondent à leur âge. Ça veut dire quoi aussi ? Vous les accompagnez quelque part ? Il y a une mission aussi d'éducation de ce côté-là pour ces jeunes, les éduquer à un budget, aux finances, à une gestion bancaire ? Exactement. On leur permet donc à 13 ans d'avoir une carte, bien sûr avec l'accord des parents. Mais on tient à ce que le compte soit ouvert soit initié, l'ouverture de compte soit initiée par le jeune, puisque c'est son choix et on ne veut pas que ce soit imposé par le parent. Mais le parent a bien sûr un portail miroir sur lequel il peut voir toutes les transactions de son enfant. Il peut mettre des limites de budget par jour, par semaine ou par mois, sur lequel il a tout le contrôle. Aujourd'hui, on leur permet donc très jeunes de s'éduquer à comment est-ce qu'ils peuvent gérer l'argent tout en cherchant des bons plans sur Internet, qu'on leur permet du coup d'avoir avec la carte, donc en dépensant moins, mais toujours en achetant ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin. Et de l'autre côté, quand ils passent 18 ans, on leur donne accès à plus de services comme des prêts, des crédits. Il y a toute une partie crypto aussi qu'on va sortir. Et voilà, des services qui grandissent et qui leur permettent à eux d'avoir toujours des nouvelles fonctionnalités qui répondent à leurs besoins lorsqu'ils grandissent. Et vraiment d'être accompagnés aussi sur ce parcours finalement bancaire ou crypto à venir. C'est intéressant ça aussi Emmanuel parce que ça nous dit quelque chose de ces 13-25 ans de cette génération Z. C'est le fait de se dire que oui, elle s'engage pour des valeurs, mais peut-être qu'aujourd'hui, l'argent, c'est plus tabou pour elle. Et que s'engager dans un mode de consommation qui va être plus raisonné, et la façon dont on va raisonner par rapport à son budget, c'est finalement quelque chose d'assez simple. Ouais. Alors c'est un point important, là, ce qui a été cité tout à l'heure avec les cryptos. C'est sûr que ça aussi, je pense que c'est symptomatique de cette nouvelle génération. Les précédentes n'avaient pas les cryptos. Aujourd'hui, il y a les cryptos. Et derrière les cryptos, il y a cette promesse d'enrichissement. C'est toutes ces belles histoires qui sont présentes sur Internet, qu'on voit les jeunes de 15 ans, 16 ans, qu'on puisse acheter des voitures de luxe, en revendant leurs cryptos, en revendant leurs NFT, etc. Et tout ça, ça a généré, on va dire, un intérêt très fort pour cette jeune génération qui fait face à des
difficultés financières quand même aujourd'hui à plein de niveaux, quoi. Et puis l'inflation va pas forcément aider aujourd'hui, et qui va être donc fortement intéressé par ces sujets-là et qui va par exemple regarder tous les influenceurs crypto qui existent sur TikTok, YouTube et consorts. Après, voilà, donc il y a vraiment ce besoin-là. On leur avait posé la question dans une de nos études de savoir pourquoi eux ils achetaient des cryptos, et ils nous disaient pour préparer l'avenir. Et c'est une génération aussi qui est responsable. Ils veulent utiliser les moyens qui sont à leur disposition, leurs connaissances qui les différencient par rapport aux générations précédentes, pour pouvoir s'enrichir, mettre en place des éléments qui vont leur permettre de préparer leur avenir. Et ça, c'est important. Voilà, c'est les caractérise. C'est une des 2-3 premières questions que ces jeunes posent en général quand je les ai en stage. Découverte des métiers, niveau collège, lycée, c'est combien tu gagnes. C'est super, ton métier, la semaine est génial, mais combien tu gagnes. Et souvent, alors, ce que je fais comme lien, souvent, c'est alors je monte ma fiche de paie, parce qu'ils ont peu de notion d'économie, c'est-à-dire la manière dont on gagne l'argent, la manière dont on dépense, à la limite, mais peu de notions sur l'impôt. Sur à quoi sert l'impôt, sur la citoyenneté. Bon, voilà, il y a quand même tous ces aspects-là, en fait, qu'il est important, en fait, de leur transmettre. C'est que, voilà, avec les applications aujourd'hui, on peut arriver à activer certains leviers de solidarité qui sont sur les semaines, les mois qui viennent, assez importants, à mon avis. Il y a un vrai sujet d'éducation à la finance des plus jeunes, et notamment avec les nouvelles formes de finance type crypto, NFT et compagnie, où là il y a un vrai enjeu, parce que même certaines générations plus âgées n'y comprennent rien. Et donc il faut qu'il y ait quand même des gens qui y connaissent un peu, qui soient là pour leur expliquer comment bien gérer leur argent, ne pas investir dans n'importe quoi, et suivre aussi leur budget. Et c'est d'autant plus important qu'en ce moment, le régulateur, justement, a un petit peu les néobanques dans le viseur. Alors vous ne l'êtes plus chez Vibe, puisque ça y est, vous avez justement pu apaiser ces relations avec l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution en montrant patte blanche, mais c'est vrai qu'il y a aussi ces questions d'accompagnement. Les influenceurs, et quels influenceurs suivre quand on parle de crypto, quand on parle de finance, quand on parle aussi de trading, parce que quelques scandales sont arrivés dans ce domaine notamment. En tout cas, la façon dont ces jeunes gèrent leur consommation, leur rapport aux marques, leur rapport à l'engagement, leur rapport aux finances, on peut le retrouver notamment chez Vibe, dans l'initiative du Gen Z Act et dans toutes les études de l'agence Even avec vous, Emmanuel Berne. Merci infiniment d'avoir fait un tour sur le plateau de l'École du Futur. Il nous aurait fait une deuxième émission pour parler de tous les thèmes dont on voulait parler, mais je vous promets, on fera une deuxième battle, justement, sur ce rapport de la Gen Z à l'argent. Et puis, Gen Z s'il en est, puisque Canel, vous êtes aussi une entrepreneuse Gen Z, vous avez 22 ans. Exactement. C'est pour ça qu'aussi, ça nous a permis de bien comprendre la génération, la cible à laquelle on s'adressait. Et dans toutes les collaborations marketing et tout ce qu'on a fait, on a pu faire des choses qui étaient très alignées avec les besoins et même les icônes de notre génération. On a fait, par exemple, collaboration avec beaucoup d'influenceurs qui étaient issus de cette génération, qui étaient des icônes, donc type McFly et Carlito, Paola LCT, plein de personnes qui ne sont pas forcément, aussi d'autres influenceurs qui ne sont pas forcément, eux, issus de cette génération, mais qui restent des icônes de cette génération. Et de faire partie de la génération Z, ça nous a permis, en construisant le service, déjà d'avoir des choses très adaptées, c'est-à-dire que l'application aujourd'hui est très gamifiée. C'est pas juste une application bancaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, naturellement, quand on fait des actions sur l'application, on passe des niveaux qui permettent d'obtenir des choses dans l'application, donc de changer le design de sa carte, d'activer un dark mode, toute une partie gamification qui permet aux jeunes de mieux consommer et en fait de mieux se retrouver dans leur application qui devient au final très très personnalisée. Et toute cette partie de Génération Z qu'on retrouve aussi sur l'aspect communautaire, c'est-à-dire qu'on a aussi développé une page qui s'appelle le Vibe World, sur laquelle on a mis des niveaux qui concernent en fait toute la communauté. Et qui permettent à toute la communauté d'avoir des récompenses globales, comme par exemple, à partir de 1 million d'euros déposés en tout sur Vibe, on fait une énorme collaboration. C'était déjà une belle somme. J'avoue que si je pouvais déposer 1 million d'euros sur Vibe, j'aurais beaucoup de chance. Gaël aussi, tu aurais beaucoup de chance de pouvoir les déposer. En tout cas, toi, tu es une icône évidemment de la génération hacker. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci Canel, merci Emmanuel. On se retrouve, je vous promets, pour une deuxième émission, parce qu'on a beaucoup trop de thèmes encore à aborder. Et on se retrouve, nous, dès demain pour un autre thème d'ailleurs, et une autre émission dans l'École du Futur. À demain, je pense que c'est mieux.